Il y a plusieurs semaines, j'avais reçu un message d'un auditeur. Il disait « Le coaching, c'est du charlatanisme et c'est la plus grande arnaque du 21e siècle. » Et tu sais quoi? Je comprends cette réaction. Parce qu'aujourd'hui, en fait, sur les réseaux sociaux, tu vois des coachs qui affichent des Lamborghini, qui promettent de te rendre millionnaire en 6 mois, qui vendent des programmes à 25 000 $ après un week-end de formation. Et ça, clairement, ça donne une image catastrophique du coaching. Et le problème dans tout ça, c'est que le mot coach n'est pas protégé. Dans la plupart des pays, n'importe qui peut se déclarer coach. Aucune formation obligatoire, aucune régulation, aucune supervision. Un médecin passe 8 à 10 ans en formation, un psychologue 6 à 8 ans, un avocat 7 ans minimum. Et un coach, parfois 0 jours. Et c'est exactement ça qui pourrit l'industrie entière. Parce que les charlatans utilisent le même mot que les professionnels du coaching, que les professionnels sérieux. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. On va te montrer ce qu'est réellement le coaching professionnel, ce qu'il n'est pas et comment faire la différence entre un vrai coach et un charlatan. Parce qu'il existe un coaching fondé sur la science, régulé, efficace et qui change des vies. Mais il faut savoir le reconnaître. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Ici Julien et Samir, on t'accueille pour un tout nouveau sujet. Aujourd'hui, on va se parler du coaching, de ce qu'est vraiment le coaching et de ce qu'il n'est pas. Et avant qu'on aille plus loin, je sais ce que tu penses. Évidemment que des coachs défendent le coaching, c'est leur gagne-pain. Ouais, effectivement, c'est notre gagne-pain, c'est notre métier, c'est avec ça que on gagne notre vie, c'est notre travail à temps plein. Mais voici pourquoi on peut critiquer avec Samir notre industrie. Parce que les charlatans, ils nous nuisent aussi. À chaque fois qu'un client se fait arnaquer par un faux coach, ça détruit la crédibilité de tous les professionnels sérieux, que ce soit nous avec Samir, mais aussi tous les étudiants qu'on forme à l'Institut. Alors, plus que notre intérêt à défendre le coaching, on a tout intérêt en fait à ce qu'on nettoie cette industrie, parce que notre travail dépend de la confiance du public. Exactement, Julien. Donc aujourd'hui, on va pas défendre aveuglément le coaching, d'accord? On va te donner des outils pour faire la différence toi-même. Et pour commencer, en fait, on va d'abord te partager la définition de ce qu'est le coaching professionnel. Alors, la définition, si on prend celle de la Fédération internationale de coaching, l'ICF, qui est un organisme bien connu de régulation dans le monde, il définit le coaching comme un partenariat avec des clients dans un processus créatif et stimulant qui les inspire à maximiser leur potentiel personnel et professionnel. Mais cette définition, tu vois, elle est trop vague. Le coaching professionnel repose sur plusieurs principes fondamentaux. Le premier principe, c'est que le coaching est orienté vers le futur et les objectifs, pas vers le passé et la guérison. Un coach ne traite pas les traumatismes. Il ne diagnostique pas de conditions psychologiques. Il ne fait pas de thérapie. Il travaille avec des clients qui sont généralement fonctionnels, qui veulent passer d'un point A à un point B, qui cherchent à atteindre des objectifs spécifiques, à développer des compétences, à améliorer leur performance. Le deuxième principe, c'est que le coaching, le vrai, est fondé sur des théories psychologiques validées. Un vrai coach professionnel ne travaille pas à l'intuition. Il s'appuie sur des cadres théoriques éprouvés. Donc si tu vois par exemple le titre coach intuitif, sois prudent. Par exemple, la théorie de l'autodétermination développée par Deci et Ryan dans les années 70. Cette théorie affirme que les humains ont 3 besoins psychologiques fondamentaux: l'autonomie, la compétence et l'appartenance. Un coach qui s'appuie sur cette théorie va structurer ses interventions pour renforcer ces 3 besoins chez son client. Autre exemple, on peut parler de la théorie cognitive sociale d'Albert Bandura. Cette théorie explore les relations bidirectionnelles entre les facteurs personnels, l'environnement et le comportement. Un coach formé à cette approche va aider son client à identifier comment ses croyances influencent ses comportements et comment modifier ses croyances pour obtenir des résultats différents. Le troisième principe, c'est que le coaching est un processus qui est structuré. C'est pas une conversation motivationnelle vague. Un coach professionnel utilise des modèles et des outils qui sont éprouvés. Par exemple, on retrouve le modèle GROW, G-R-O-W. G pour goal, donc l'objectif, le but à atteindre. R pour reality, donc la réalité des faits, les choses. Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
options pour le O, donc les options qui nous sont disponibles, et le will, W-I-2-L, qui est la notion de volonté et d'engagement. Ce modèle guide la conversation de coaching de manière en fait qui est structurée. D'abord, on clarifie l'objectif. Ensuite, on explore la réalité actuelle. On identifie les options qui sont disponibles. Et enfin, on crée un plan d'action avec de l'engagement. Le quatrième principe, c'est que le coaching est basé sur l'écoute active, les questions puissantes et la co-création. Un coach ne donne pas de conseils. Il ne te dit pas « fais ceci » ou « fais cela ». Il pose des questions qui permettent au client de trouver ses propres réponses. Pourquoi ? Parce que les recherches en psychologie montrent que les gens s'engagent davantage dans des solutions qu'ils ont eux-mêmes générées. C'est ce qu'on appelle l'effet d'appropriation. Quand tu trouves la solution toi-même, t'y crois plus et tu t'y engages beaucoup plus. Cinquième principe, c'est que le coaching respecte des limites éthiques strictes. Un coach professionnel sait ce qui relève de son champ de compétences et ce qui n'en relève pas. Ouais, tout à fait, Samir. Et en fait, si un client présente des symptômes de dépression, d'anxiété, de traumatisme actif ou de toute autre condition de santé mentale, le coach est censé référer immédiatement à un thérapeute qualifié. C'est pas négociable. C'est une obligation qui est éthique. Et voici ce qui distingue un vrai coach d'un charlatan. Un vrai coach connaît ses limites et il les respecte. Alors, par rapport à ça, merci pour cette précision, Samir. Peut-être on pourrait parler de la formation. Parce que c'est là aussi que la différence devient flagrante. Pour obtenir une certification professionnelle reconnue, par exemple celle de l'Institut Merlin, tu dois remplir plusieurs critères. Tu as plus de 150 heures de formation spécifique au coaching et à la psychologie scientifique appliquée. Tu as 500 heures de pratique de coaching avec des clients réels. Pas des amis, pas de la famille, des clients réels. Tu as au minimum 50 heures de mentorat avec un coach expérimenté qui explore tes séances et te donne du feedback sur ta pratique. Tu as une évaluation de performance et un évaluateur qualifié qui écoute un enregistrement de tes séances de coaching. Et ça permet d'évaluer si tu maîtrises les compétences fondamentales ou non. Et puis, tu as un examen de connaissances, un questionnaire, et puis tu vas en fait tester ta compréhension des principes éthiques et des compétences de coaching. On retrouve des critères similaires, un peu plus faibles en exigence quand même, au niveau de l'ICF par exemple, pour des certifications comme le ACC ou le PCC, qui sont 2 niveaux de certification professionnelle en coaching. Ouais. Au total, en fait, tu peux avoir près de 2 ans d'engagement minimum avec un coût financier qui est significatif. Parce que les programmes sérieux te demandent un investissement en moyenne entre 7 000 et 15 000 $, voire euros. Maintenant, on va comparer ça avec un week-end de formation en ligne qui te délivre un certificat de coach certifié. Et ça, c'est drôle, Julien, parce que je t'en avais parlé l'année passée. Il y a une personne qui était venue me voir pour me dire « Samir, comment on fait pour devenir coach ?» Et du coup, je lui en ai parlé. Je lui ai expliqué toutes ces choses qu'on est en train de partager là maintenant. Et la personne me dit « Ah, mais tu comprends, c'est trop cher. Donc en fait, moi, je préfère aller acheter des livres à 10 euros, 15 euros. Donc si tu as des livres à me recommander pour que je puisse devenir coach, n'hésite pas. Ou encore des petites formations pas chères, tu sais, sur Internet à 15, 20 euros. Il y en a plein. Quand j'ai entendu ça, je lui dis « Mais en fait, ce que tu fais, c'est dangereux. Le coaching, tu travailles avec des vies, tu travailles avec des gens. Donc, si tu veux te former, acheter des livres, il n'y a pas de souci, tu auras plein de connaissances. Mais par contre, la pratique, tu l'auras pas. L'éthique, tu l'auras pas. La supervision, tu ne l'auras pas. Et ça va être dangereux pour tes clients. Et il y a des personnes qui pensent ça, qui veulent justement devenir coach, mais sans contrepartie financière. C'est ça, et vraiment, c'est pas du tout la même chose, et c'est exactement ça le problème. C'est que, tu vois, 2 personnes vont utiliser le même mot coach, mais l'une a 2 ans de formation, voire plus, de formation rigoureuse, et l'autre a regardé des vidéos pendant 2 jours. Et justement, le public, il peut pas faire la différence, parce que le terme, il est pas protégé. Ouais, exactement. Et maintenant, la question que tout le monde est en droit de se poser, c'est, en fait, est-ce que le coaching, ça marche vraiment ? Parce qu'avec tout ce qu'on voit, on peut clairement se poser la question. Et la réponse, c'est oui, mais à une condition, que ce soit fait, en fait, correctement. Exactement, Julien. D'ailleurs, en 2023, il y a une méta-analyse publiée dans la revue Frontiers in Psychology qui a examiné 20 études sur l'efficacité du coaching exécutif. Et les chercheurs ont analysé les données de plus de 1000 participants. Oui, et en fait, les résultats qui ressortent, c'est qu'on a un effet de taille moyenne à conséquente. Et en fait,
il y a eu vraiment un changement qui était notable dans l'expérience des personnes, dans le quotidien des personnes qui avaient vécu ces accompagnements en coaching. Et d'ailleurs, l'effet était également mesuré sur les personnes autour, parce que ça a eu un impact sur les collaborateurs, les collaboratrices. En fait, tout l'environnement de ces personnes-là était impacté par les changements que eux-mêmes ont vécus. En fait, ça veut dire que le coaching professionnel produit des changements mesurables sur plusieurs dimensions. Le comportement, les attitudes, les compétences cognitives, l'auto-efficacité, le capital psychologique et la résilience. Les chercheurs ont trouvé que l'impact du coaching était plus fort sur les résultats comportementaux que sur les attitudes ou les traits de personnalité. Autrement dit, le coaching est particulièrement efficace pour changer des comportements concrets, moins pour changer la personnalité profonde d'une personne. Et là-dessus, j'aimerais peut-être apporter une petite précision. Parce que là, on parle d'une étude qui est menée sur du coaching exécutif, donc en milieu professionnel, au sein d'une entreprise pour une ou plusieurs personnes qui sont ciblées. Souvent, on a un temps d'intervention qui est limité, un nombre de sessions qui est limité, et surtout un cahier des charges qui est précis sur quelles sont les compétences qui doivent se développer, quels sont les changements de comportement qu'on doit voir s'opérer chez la personne. Quand on travaille sur du coaching plus personnel, plus individuel et moins orienté corporatif, entreprise, là, on peut voir des changements plus profonds. Simplement, aujourd'hui, on a beaucoup moins d'études disponibles sur le coaching individuel que le coaching en milieu professionnel. Et ce qui est logique, c'est que le coaching n'est pas conçu pour changer qui tu es fondamentalement. Il est conçu pour t'aider à atteindre des objectifs spécifiques en adoptant de nouveaux comportements. Ouais, d'ailleurs là-dessus, une autre méta-analyse publiée également en 2023 dans la même revue a examiné le coaching en milieu professionnel. Et les chercheurs ont conclu que le coaching est efficace pour obtenir des résultats organisationnels positifs. Spécifiquement, le coaching professionnel augmente la solidité cognitive, l'engagement, le bien-être, la capacité d'adaptation, la conscience de soi, également la gestion du stress et l'atteinte des objectifs. Mais on peut aussi parler de la métacognition, Julien. C'est vrai que la métacognition aussi fait partie des choses qui sont développées par le coaching. Absolument. Et un point qui est très 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 important, puisqu'en fait c'est notre capacité à sortir du mode automatique et à penser nos propres pensées, à penser nos comportements, à penser nos décisions, et donc avoir beaucoup plus de maîtrise sur nos process. Plus de maîtrise et plus de liberté au final. Ouais, absolument. Et en fait, ce qui est bien dans tout ça, c'est que c'est pas juste on a rapporté un peu d'amélioration. Non, non, c'est mesuré, quantifié et c'est publié dans des revues scientifiques avec un comité de lecture. C'est pas des témoignages vagues, c'est des vraies données, c'est des choses qui sont mesurées et observables et surtout reproductibles. Exactement. Après, c'est vrai que toi qui nous écoutes, tu fais certainement partie du monde francophone parce que notre podcast s'adresse principalement aux francophones. Il y a une difficulté à accepter le coaching dans le monde francophone, chose qu'ici aux États-Unis ou au Canada, en fait, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Il y en a partout des coachs. Tu retrouves un coach dans les grandes universités qui est là pour aider les étudiants à atteindre leurs objectifs, à avancer. Il y a des coachs sportifs, il y a des coachs en business également. Donc vraiment ici, dans le monde anglo-saxon, il y a moins ce débat-là sur la question du coaching. Mais en France, j'ai l'impression que c'est certainement quelque chose de nouveau et on n'a pas du tout la même mentalité. Là où dans une mentalité anglo-saxonne, on est très souvent dans le vas-y, il faut le faire, on prend des risques, on se dépasse, on teste des nouvelles choses. Dans la mentalité francophone, c'est très souvent le contraire qui se passe et c'est pas une critique, c'est juste un constat. Le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, par exemple, dans les entreprises, qui à chaque fois, quand j'étais en France, qui à chaque fois que des nouvelles choses allaient être mises en place, ont bloqué le process en disant mais en fait on a toujours fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'on prendrait des risques? C'est malheureusement très ancré dans la culture francophone. Et c'est ça qui fait que le coaching vient comme perturber la carte du monde des francophones parce que le coaching il amène plus à cette évolution, à cette expansion, plutôt que au fait de toujours se faire plus petit que soi. Maintenant, Julien, on va peut-être apporter une nuance importante. Ces résultats concernent le coaching professionnel qualifié, pas n'importe quel coaching. Ouais, exact. Et merci pour ce partage-là, Samir. En fait, les études nous montrent que les effets sont plus forts avec des coachs qualifiés et plus faibles avec des coachs qui sont non qualifiés.
Ce qui confirme en fait ce qu'on dit. La formation compte. L'accréditation peut compter aussi, même si elle n'est pas obligatoire en soi. Il y a une recherche menée par Anthony Grant à l'université de Sydney qui a montré que le coaching efficace facilite l'atteinte des objectifs et améliore la santé mentale et la qualité de vie. Il démontre que le coaching était associé à une plus grande atteinte des objectifs autodéclarés, une augmentation de l'espoir et de l'engagement, une diminution des niveaux de dépression autodéclarés, une réduction du stress et une augmentation de la résilience. Ouais, Grant a également montré que le coaching produit des effets dans plusieurs domaines. Éducation, santé, performance professionnelle. En fait, l'idée ici qu'on veut te partager, c'est que c'est pas une mode, c'est une intervention fondée sur des preuves, dérivée de plusieurs méthodologies et courant de preuves ainsi que de cadres théoriques différents et souvent complémentaires. Maintenant, Julien, on peut parler des mécanismes. Pourquoi est-ce que le coaching marche? Qu'est-ce qui se passe dans une séance de coaching qui produit ces résultats? En fait, il y a plusieurs mécanismes qui ont été identifiés. Le premier des mécanismes, c'est la clarification des objectifs. En fait, le coach aide les gens à définir clairement ce qu'ils veulent atteindre. Et c'est sûr, tu pourrais te dire, en fait, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux obtenir. Oui, mais dans ce cas-là, tu devrais avoir progressé, tu devrais avoir gagné du terrain vers ce que tu souhaites atteindre puisque tu sais clairement ce que tu veux. Et en fait, l'expérience nous démontre systématiquement que quand on commence à poser des questions de clarté, eh bien, il y a plein de questions qui restent en suspens parce que les réponses ne viennent pas automatiquement. Et les recherches en psychologie cognitive montrent que les objectifs clairs et spécifiques augmentent non seulement la motivation, mais aussi la performance. Donc, Julien, aussi, on peut donner un exemple concret. Imaginons qu'il y a une personne qui vient me voir. On peut l'appeler par exemple Marie. Elle me dit, j'ai envie d'être heureuse. Je vais lui demander, qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement pour toi être heureuse? Après 20 minutes, elle va peut-être me dire, je veux changer de carrière pour avoir plus de flexibilité et voir mes enfants grandir. Tu vois, là maintenant, on passe de je veux être heureux, qui est quelque chose qui est trop généraliste, où au Ouais. final, on ne sait pas ce qui est important pour elle, à, en fait, la base de mon bonheur, c'est ma carrière, avoir de la flexibilité, donc certainement de la liberté, et de voir mes enfants grandir. Et là maintenant, tu as un objectif clair qui est mesurable et qui est actionnable. Et ça fait une grosse différence. Ouais, complètement, ça me fait penser à ces clients ou clientes qui parfois viennent en mode « Oh, moi, je veux avoir confiance en moi. » Ok, c'est quoi avoir confiance en toi? Exactement. Ça t'apportera quoi de plus? Parce que, regarde, t'as peut-être 45 balais aujourd'hui, t'as survécu jusqu'à maintenant sans avoir confiance en toi, puis t'as réalisé plein de trucs. Et pourquoi vouloir avoir confiance en toi aujourd'hui? C'est pour faire quoi de plus? C'est pour vivre quoi de plus? Et c'est là, en fait, où c'est intéressant. C'est quand tu creuses, là, tu trouves les vraies raisons, tu trouves les éléments qui peuvent être actionnables derrière. Et ça, c'est cool. Deuxième mécanisme qu'on prend en compte, c'est l'augmentation de la conscience de soi. En fait, le coaching utilise des questions qui sont puissantes et qui forcent le client à réfléchir profondément sur ses comportements, sur ses croyances, sur ses propres schémas. Et cette prise de conscience est le premier pas vers le changement. Par exemple, si tu as un client qui vient te voir et qui se plaint de procrastination chronique, qu'est-ce que je pourrais lui demander? Qu'est-ce qui se passe juste avant que tu procrastines? Et il réalisera possiblement qu'il se dit que ce qu'il fait ne sera pas assez bon. Alors il repousse. Et là, ça fait la différence. Tu as un terme généraliste, procrastination, et tu arrives à mettre le doigt sur qu'est-ce qui cause sa procrastination. Et là, ce qui cause sa procrastination, c'est le perfectionnisme. Donc pour lui, tant que c'est pas parfait, il préfère ne pas passer à l'action. Il y a une prise de conscience qui est faite chez le client. Il va identifier la croyance sous-jacente qui cause le comportement. Et là, tu peux aller jusqu'à challenger en plus cette croyance qui est, pour toi, c'est quoi être parfait? Est-ce que tout le monde atteint ce niveau de perfection? Et là, tu te rendras compte que non, au final, ce qui est parfait pour moi n'est pas parfait pour les autres. Et peut-être que j'ai des niveaux d'exigence qui sont supérieurs à ce qui aurait réellement besoin. Exactement, merci Samir pour cet exemple-là. Troisième mécanisme, c'est la responsabilisation. En fait, le coaching crée une structure de responsabilisation du client. En fait, quand tu sais que tu vas parler de tes progrès à ton coach dans 2 semaines, tu es beaucoup plus susceptible de faire ce que tu as dit que tu ferais. Tu vas moins avoir tendance en fait à repousser à plus tard parce qu'en fait, tu vas être tenu responsable et tu vas avoir un sentiment d'engagement qui va être pris envers une autre personne. Et là, en l'occurrence, en plus,
C'est oui, je paye mon coach. Donc en fait, si j'ai pas envie de faire les choses, je l'ai payé pareil. Mais en vrai, ça dépasse le lien financier, puisqu'il y a aussi, ouais, mais en fait, j'ai quelqu'un en face de moi qui me démontre de la confiance, qui me montre qu'il a envie que je progresse, que j'avance, qui montre de l'intérêt, en fait, pour ma situation. J'ai pas envie non plus de décevoir cette personne en ne faisant pas ce sur quoi j'ai dit que je passerai à l'action et que je mettrai en place. Exactement. On peut parler maintenant du quatrième mécanisme. En fait, c'est le renforcement de l'auto-efficacité. L'auto-efficacité, c'est ta croyance en ta capacité à accomplir une tâche spécifique. Le coaching renforce cette croyance en célébrant les petites victoires, en identifiant les compétences que tu as déjà et en te montrant que tu es capable. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à une cliente qui m'avait dit « Je n'ai jamais réussi à tenir mes objectifs ». Alors, je lui avais demandé « Raconte-moi un moment où tu as réussi quelque chose de difficile ». Elle me raconte alors comment elle a obtenu son diplôme tout en travaillant à temps plein. Et je lui ai dit « Donc, tu as la capacité de persévérer. Tu l'as déjà fait. Comment tu peux utiliser cette même capacité pour ton objectif actuel ?» Et ça a changé tout dans la situation. Exactement, Julien. Cinquième mécanisme, la relation de coaching elle-même. Les recherches montrent que la qualité de la relation entre le coach et le coaché est un prédicteur significatif des résultats. Une relation de confiance, de respect mutuel et d'authenticité crée un espace sûr où le client peut explorer, expérimenter et se transformer. Absolument. Et tout ça, tu vois, toi qui nous écoutes, qui nous regardes, c'est de la psychologie appliquée. C'est fondé sur des théories validées, c'est mesurable. Et c'est très différent d'un motivateur qui va te crier dessus pendant 3 heures en te disant que tu peux tout réussir si tu crois très 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 fort. Donc là, tu as des données, tu as des informations, tu as des explications qui sont concrètes, qui sont applicables et que tu peux observer autour de toi. Maintenant, ce qu'on te propose, c'est qu'on parle de ceux qui dérangent et qui vont bientôt prendre une belle claque avec, entre autres, le prochain film sur les dérives du coaching, justement, qui va parler du charlatanisme et on va te parler, justement, ici, des charlatans. Parce qu'en fait, ils existent et le truc, c'est qu'ils sont quand même nombreux. Exactement. Après, Julien, c'est vrai qu'il y a un truc qui me vient à l'esprit à l'instant et c'est vrai que j'en ai discuté récemment avec un ami ici qui prépare un doctorat en philosophie. Et en fait, on en est arrivé à une question sur la sagesse à un moment où il me disait, mais en fait, autrefois, c'était très commun de demander de l'aide à quelqu'un. C'est-à-dire d'être supervisé par quelqu'un dans divers Absolument. domaines de la vie. Mais vraiment divers domaines de la vie. Le sage du village qu'on allait voir pour poser des questions et avoir de la guidance. Ouais, exactement. Et en fait, même au-delà de ça, c'est que en fonction du domaine recherché, il pouvait avoir une autre personne à qui on pouvait se référer. Donc autrefois, le coaching existait déjà. Le coaching, c'est le fait d'aider l'autre, c'est le fait d'accompagner l'autre vers son objectif. Et que ce soit les sages autrefois, que ce soit les personnes qui pouvaient t'accompagner dans divers domaines parce que tu en avais besoin, ça a toujours existé. Mais on va aller même plus loin, c'est que ça a toujours existé, mais des charlatans, ça existait aussi autrefois. Est-ce que pour autant, en fait, toute cette sagesse qu'il y avait autrefois, c'était pas une industrie, c'était ancré en fait dans la culture. Est-ce que tout ça c'était du bullshit? Non en fait, parce que ça a aidé énormément de monde. Donc en réalité, le coaching a toujours existé, pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, mais si on prend Socrate, si on prend Épictète, si on prend même les philosophes de l'époque, c'était déjà des coachs à leur époque. Est-ce qu'on remet aujourd'hui en question tout ça sous prétexte qu'on pense que le coaching c'est du bullshit? Non. Et c'est ça aussi le truc, c'est que effectivement aujourd'hui, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et il y a plein de coachs qui sont silencieux, qui font énormément de bien, qui aident les entreprises à se développer, qui aident les sportifs de haut niveau à atteindre leur objectif. Tous les sportifs de haut niveau ont un coach, par exemple. Et on parle pas d'un coach sportif. On parle d'un préparateur mental, on parle d'un coach qui va accompagner l'individu et pas spécialement la performance. Exactement. Et si ça marche pour les sportifs, pourquoi ça marcherait pas pour moi qui veux atteindre un objectif qu'il soit d'ordre business ou peut-être même d'objectifs personnels dans ma propre vie? Et c'est ça en fait le truc, c'est que il y a beaucoup de confusions qui sont faites, un manque de nuances, des polarités, et c'est ça qui est en train de réellement nuire le monde du coaching. Donc maintenant je me recentre, on vient de voir que le coaching professionnel marche, les preuves sont là.
Mais alors, pourquoi tant de gens pensent que c'est du charlatanisme? Parce qu'il existe un autre monde parallèle, le monde des faux coachs. Encore une fois, même s'ils sont minoritaires, généralement, les personnes qui font de la merde prennent beaucoup plus de place que ceux qui agissent de façon silencieuse et qui changent les choses. D'accord. Absolument. Et c'est ça qu'on va explorer. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, en 2022, la CBC, la chaîne publique canadienne, a mené une investigation caméra cachée sur l'industrie du coaching de vie, en l'occurrence. En fait, ils ont envoyé des producteurs se faire passer pour des clients potentiels et ce qu'ils ont trouvé était particulièrement troublant. Et d'ailleurs, Julien, tu parles de coaching de vie. Ce terme de coaching de vie, il y a énormément de coachs qui ne veulent plus l'utiliser tellement il a été sali et souillé. Mais Oui, le truc, totalement. c'est qu'il va se passer quoi? C'est que, ok, on va abandonner le terme coaching de vie. En fait, les charlatans vont abandonner ce terme-là et vont passer sur de nouveaux termes. Ils vont l'appeler autrement au final. Donc ça règle pas le problème. Ils vont toujours s'ajuster, absolument. C'est ça règle vraiment pas le problème. Donc certains coachs, pour revenir à l'investigation justement dont tu parlais, Julien, il y a certains coachs qui offraient des conseils sur la dépression et l'anxiété, alors qu'ils n'avaient aucune formation en santé mentale. Et toi qui nous écoutes, si tu nous as entendu, la dépression et l'anxiété, c'est pas notre domaine. C'est pas le domaine du coaching. C'est le domaine de la thérapie. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas coacher. Ça veut pas dire, oui. C'est le domaine de la thérapie, absolument. Il faut savoir faire la distinction entre les deux. Et c'est vrai que nous, dans nos formations, on passe beaucoup de temps à faire cette distinction. On le répète très régulièrement pour éviter de tomber dans ces écueils-là. Et tu vois, moi, il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, j'ai reçu un appel d'une femme qui, alors c'était un numéro du Québec, donc je décroche. Elle me dit oui, voilà, je vous appelle, je vois que vous êtes coach. En fait, je voulais savoir si vous pouviez faire quelque chose parce que j'ai une amie qui est gravement dépressive. Elle trouve pas de psy, donc est-ce que vous pouvez l'aider, etc. C'est comme non, en fait, je peux malheureusement pas l'aider moi. Ce que je peux faire éventuellement, c'est regarder dans mon réseau s'il y a des personnes que je peux vous conseiller. Si vous m'en dites un peu plus où est-ce que vous êtes, les besoins, ce qui se passe pour la personne, ça me permettra peut-être de mieux cibler les personnes que je connais avec mon niveau de connaissance de la question. Mais moi, je m'occuperai pas de cette personne-là. Ouais. Et en fait, la manière dont la personne a réagi au téléphone et ce qu'elle m'a dit, en fait, j'ai bien compris qu'elle était là pour contrôler ce que je faisais comme activité. Ouais, on n'était pas du tout sur... on n'était pas du tout sur je passe un coup de fil pour savoir ce qui se passe. Elle me posait des questions qui étaient tellement pointues. Et faut pas oublier que moi j'ai fait de la thérapie quand j'étais en France. Je le fais plus ici au Canada parce que j'ai pas repassé mes licences ici, j'ai pas fait mes demandes de papier pour exercer ici. Et en fait, elle a posé des questions qui étaient tellement spécifiques et tellement précises que moi en tout cas je l'ai senti venir mais à 10 000. Tu vois que c'était ouais, bon, je vais juste voir si je dois te tomber dessus et si je dois faire un contrôle ou si t'as un discours qui tient la route et que finalement j'irai peut-être pas plus loin dans l'investigation. Alors après ils peuvent venir et investiguer autant qu'ils veulent, pas de problème. Mais c'était assez amusant et c'est vraiment une pratique qui est très régulière ici parce que il y a tout un cadre réglementaire parce qu'en fait il y a tellement de personnes. Mais vraiment Samir, t'imagines pas. Moi je vois des trucs passer tout le temps là. Mais je vais te soigner avec ceci, je vais te guérir avec ça, tu vas sortir de ta maladie grâce à... Et en fait, il y a toute une mystique qui est beaucoup en place. Je pense en Amérique du Nord de manière globale. Ouais. Et en fait, t'as de tout et n'importe quoi. Et surtout, t'as tellement de gens qui ont probablement en plus une intention vraiment positive et qui croient profondément qu'ils peuvent apporter du soutien, mais qui racontent n'importe quoi. Ouais. Et en fait, c'est vraiment problématique. Exactement, ouais. Non, mais je te crois bien. Et c'est vrai que pour avoir donné avec toi, il y a 1 an et demi, il me semble, une formation, tu sais, qu'on avait offerte en base PNL avec des Canadiens. Il y en avait 2-3 dans le groupe qui étaient un peu perchés quand même. Et j'ai l'impression que c'est très commun et ça m'étonne pas qu'il y ait autant de dérives aussi sectaires du coup en Amérique du Nord parce que c'est moins cadré. Et je sais pas, est-ce que c'est en lien avec des pertes de repères ou quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est très, très... Je ne sais pas. Ouais, on avait été contacté. Je ne sais pas, mais il y a eu beaucoup, en tout cas,
je crois, hein, de mémoire, c'est dans les années 90-2000, où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de scandales, justement de sectes et de dérives et de tout un tas de choses, Ouais. qui a justement occasionné ensuite le fait qu'il y ait des lois qui passent et un cadre beaucoup plus strict autour de Ouais. l'exercice de la thérapie et de la relation d'aide, ce qui est très bien, hein, d'ailleurs. Ça permet de limiter la casse. Ouais. Mais, euh, mais oui, il y a une dynamique en fait qui est là, qui est encore observable. Et donc toi qui nous écoutes ou nous regardes, si jamais tu résides en Amérique du Nord, sois vigilant, vigilante là-dessus. Ouais. Vraiment, fais très attention. Julien, aussi, du coup, en fait, il faut savoir que d'autres personnes utilisaient des tactiques de vente manipulatrices pour pousser les gens à acheter des programmes de plusieurs milliers de dollars sur le champ. Oui, et en fait, il y a des experts, incluant des psychologues, des académiciens spécialisés en santé mentale, qui ont examiné les enregistrements. Et en fait, le verdict est sorti, c'est un vrai Far West. Beaucoup de coachs non qualifiés dépassent leur champ de compétences et offrent essentiellement de la thérapie sans avoir de la formation appropriée. Et ça, en fait, avant peut-être de te laisser prendre la suite, Samir, Mhm. c'est aussi là de comprendre que quand tu fais une vraie formation pour devenir coach, on t'apprend entre autres, à ne pas faire de la thérapie. Parce que c'est un vrai apprentissage. Parce qu'il y a Mhm. plein de biais de ce que tu fais avec tes amis, ta famille, les conseils que tu donnes à droite à gauche, la posture que tu prends, en fait, ce sont des éléments qui sont absolument pas appropriés pour l'exercice professionnel du coaching. Et qu'en fait, c'est toutes ces dérives qui nous amènent à faire de la thérapie sans forcément se dire qu'on fait de la thérapie, c'est parce qu'il y a un manque de formation. Et encore une fois, te former avec 3 bouquins, ça ne t'apportera pas ce dont tu as besoin dans ta posture. Si t'as pas de supervision, tu ne sauras pas en fait que t'as pas le bon discours, que t'as pas la bonne attitude, que t'as pas le bon comportement, pas la bonne réaction, pas la bonne gestion de la relation. Et ça, c'est Ouais, hyper important à prendre en compte. exactement. Et d'ailleurs, ce que tu dis là par rapport au livre, il faut savoir que la personne qui m'a questionné sur ce sujet-là, qui voulait devenir coach, mais qui ne voulait Mhm. pas investir en fait dans sa formation, Mhm. aux dernières nouvelles, elle est toujours pas lancée en tant que coach parce qu'elle a pas cette supervision, parce qu'il y a encore ce syndrome de l'imposteur, parce que il y a plein d'informations dans divers livres et divers petites formations. De Mhm. l'information pour en avoir, tu vas en avoir. Mais par contre, des fois il y a des informations qui sont contradictoires et aussi il manque beaucoup le côté pratique en fait. Absolument. Et du coup, écoute, elle tourne encore en rond et malheureusement, écoute, le jour où elle aura envie de se former, elle pourra. Oui, après voilà, c'est son chemin, c'est le chemin de plein de personnes. Nous-mêmes, à l'Institut, on a plein de personnes qui ont fait ce chemin avant C'est vrai. de se former à plein de petites formations, parfois des plus longues formations, parfois des formations qui ont été quand même très coûteuses pour ce que ça a pu rapporter au final, et finissent par faire un choix. Alors que ce soit de venir avec nous à l'Institut, on est toujours ravis justement d'accueillir des nouveaux étudiants et de les accompagner dans leur projet de reconversion professionnelle. Et après, ça peut être dans un autre centre aussi. Ce qui est important de comprendre, c'est que tu deviens pas coach parce que tu le marques sur une plaque et que tu l'accroches au mur à l'entrée de ta maison ou de ton immeuble. C'est beaucoup plus que ça. Et dire que tu te payes une formation qui, oui, est un vrai investissement, c'est surtout pour te garantir d'avoir une activité professionnelle qui sera posée, cadrée, légale, bien placée et permettra à tes clients d'avoir des résultats. Parce que c'est là-dessus aussi que ça va s'appuyer. C'est que demain, tu peux te lancer en tant que coach, avoir 2-3 personnes, t'as pas de résultat, ça marche pas, tu te décourages, tu passes à autre chose. Et en Mmh. fait, tu t'es grillé ta place. Ouais. Si tu apportes des résultats parce que tu as un cadre d'intervention, parce que tu comprends ce que tu fais, parce que tu comprends ce qui se passe chez la personne en face de toi, alors à ce moment-là, ça va fonctionner. Je veux dire, c'est pas pour rien que aujourd'hui, oui, nous on a un centre de formation, certes, mais centre de formation, il a pas poussé comme un champignon du jour au lendemain. Si je cumule toutes les années d'activité que j'ai dans le domaine du coaching et de la relation d'aide, j'arrive bientôt à une vingtaine d'années d'expérience. Elles sont pas arrivées Mmh. de nulle part. C'est parce qu'il y a un cadre derrière, parce qu'il y a une stratégie d'accompagnement. C'est parce qu'en fait, il y a une méthodologie de travail. Et ça, tu peux pas le trouver n'importe où. Tu peux pas le trouver dans un bouquin, tu peux pas le trouver dans une formation que tu as payé même 500 balles et que tu suis un peu en dilettante quand tu veux, quand tu as envie de te connecter, de regarder 3 vidéos. Ça demande de l'engagement, ça demande de la pratique, ça demande de l'investissement à tous les niveaux. Et c'est ça qui va faire de toi un ou une véritable coach sur le marché. Exactement. Alors Julien, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure,
On peut aussi parler de Lauren Bennington, qui est psychologue enregistrée à Vancouver et qui a déclaré: il y a un risque potentiel chaque fois que quelqu'un traite une maladie mentale sans avoir la formation appropriée. Et c'est ce que tu disais. Mhm. En tant que coach, on peut coacher sur la gestion du stress, par exemple, Mhm. sur la dépression, ça me gênerait. Dépression, par exemple, ce serait plus en collaboration avec un thérapeute, si besoin. Et c'est Oui, là, et en on fait, où s'occuperait pas de la dépression en tant que telle. En fait, le truc, c'est qu'on va travailler sur un objectif avec la personne en prenant en considération que, bah, aujourd'hui, elle est dans une configuration où, bah, elle n'a pas accès à toutes ses ressources, elle n'a pas accès à tous ses moyens, mais on peut accompagner une personne, bien sûr, qui est prête à avancer sur ce sujet-là. Mais on n'accompagne pas l'état dépressif, on ne traite pas un problème d'anxiété, on ne traite pas un problème de n'importe quel problème, en fait. On ne traite pas de problème en coaching. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que notre métier de coach, c'est pas de régler des problèmes, c'est d'aider le client à progresser vers des nouveaux problèmes, des problèmes qui sont plus qualitatifs, des choses qui sont plus importantes. Donc, c'est vraiment de dire on avance, on va de l'avant, mais si la personne n'est pas en mesure de le faire, peu importe les techniques de coaching que tu as, en fait, il faut savoir reconnaître, et pour ça, tu as besoin d'une formation, il faut savoir reconnaître quand la personne est à même de pouvoir le faire ou de ne pas pouvoir le faire. Et qu'en fait, juste dire à quelqu'un, mais si tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, tu vas voir, ça va bien se passer, t'as tout ce qu'il faut, t'as les capacités, t'as les compétences, t'as les moyens. Bah, en fait, tu crées, en fait, une dynamique qui est pas bonne du tout pour la personne. Exactement. Le coaching, c'est pas juste du soutien et de la motivation. Sinon, bah, on t'appelle motivateur. Mais Ouais, on t'appelle pas coach, dans ce cas-là. exactement. Bah, je vais encore redonner une anecdote rapidement Mhm. d'une coach qu'on avait vue à l'époque quand on était sur TikTok et qui avait fait une vidéo hyper dangereuse en disant, en fait, Ah oui, je me souviens d'elle. dépression, c'est quoi? C'est le manque de pression, en fait. Donc, elle avait vraiment fait Mhm. une vidéo hyper culpabilisante pour les personnes qui vivent de la dépression, en leur expliquant que de toute manière, s'ils sont en dépression, c'est parce que justement, ils manquaient de pression. Non, bah, en fait, le truc, c'est que le terme dépression indique effectivement que la personne n'a plus assez de pression. Mais c'est parce qu'elle est plus en mesure de vivre cette pression. Mhm. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a un état dépressif, surtout un état dépressif profond, c'est que le système est plus en mesure de déployer, de développer le niveau de pression et en fait le niveau de tension minimale pour être fonctionnel. Donc en fait, dire à quelqu'un, ouais, c'est parce que tu te mets pas assez la pression. Ah bah oui, tiens, vas-y, la bonne idée. Vas-y, Mhm. creuse le trou encore un peu plus. Ouais. En fait, la personne ne peut plus vivre de pression. Elle est plus en mesure de répondre à la pression. Donc va pas lui en rajouter. Donne-lui plutôt un cadre où elle peut être en sécurité, où elle peut retrouver des marques, où elle peut se réapproprier des habitudes simples du quotidien. Ne serait-ce que de se lever à des heures fixes, de manger un repas à toutes les heures prévues dans la journée, de sortir prendre l'air, marcher juste 15 minutes dehors, de plier son linge, de se laver les dents, de prendre sa douche. Parce que quand t'es dans un état dépressif avancé, tout ça, t'es plus capable de le faire. Donc, juger quelqu'un en disant, bah ouais, mais toi, c'est parce que tu te mets pas assez de pression, tu te la coules douce. Bah, en fait, non. Non, madame, vous avez pas compris le principe. Vous avez certainement dû entendre que dépression, c'est qu'il n'y a pas assez de pression. Ok. Mais ça s'arrête pas là, en fait. Bah, c'est ça. Tu sais, et en fait, moi, c'est un des reproches que j'ai le plus, c'est que, tu sais, autant nous, on peut, mais vraiment, et on le prend et on en a conscience, on peut nous reprocher de délivrer beaucoup d'informations, Ouais. beaucoup de connaissances. On peut nous dire, ouais, mais là, vous nous donnez plein d'infos, oui, mais là, vous nous donnez plein de choses. Oui, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, tu deviendras pas coach en 3 mois, là. Ça va prendre du temps. T'as plein de choses à apprendre. Tu peux commencer à exercer rapidement. Mais derrière, faut que tu apprennes plein de trucs. Mais c'est ça aussi le problème, c'est que beaucoup vont avoir cette envie, ce désir de faire ce métier, d'apprendre ce métier, et parce que il y a un manque de clarté sur ce que c'est, parce qu'il y a un manque de clarté sur le process, parce qu'il y a un manque de clarté sur ce que ça implique, est-ce qu'on va y arriver, etc., que du coup, on vise des choses qui sont plus accessibles et plus simples. Mais combien de fois, moi, je vois passer des pubs, parce que forcément, on surveille le marché, on regarde ce qui se passe, Mm. mais combien de fois je vois passer des pubs en mode, allez, cette semaine, vous pouvez devenir coach en neurosciences avec une formation de 35 heures. Non. Déjà, ça va pas être de la neuroscience, d'accord? Ça va être des gros points que tu vas donner sur éventuellement ce qui se passe dans le système nerveux et ce qui se passe dans le cerveau, allez, globalement.
Mais non, non en Mmh. fait. Parce qu'en fait, les gens, non seulement vont aller piocher dans un truc qui est pas complet, mais en plus, ils vont en prendre qu'une petite partie, puisqu'en plus, ils seront même pas supervisés. Donc ça veut dire qu'ils vont juste prendre ce que eux auront compris, et en fait, on va se retrouver avec des dangers sur le marché, qui vont dire: «Ah oui, mais tu sais, en fait, si tu vas pas bien, c'est parce que tu n'as pas fait telle chose. Alors moi, je te conseille de prendre ça, tu vas faire cette activité-là tous les jours, puis là, tu vas te mettre telle et telle chose sur ton agenda, et puis tu vas voir, ça va aller mieux». Ouais. Bah non, je suis désolé, non, ça marche pas. Mmh. Ça ne fonctionne pas. Ouais. Et c'est un vrai problème. C'est un véritable problème, ouais. En tout cas, ouais, quand j'avais vu cette vidéo, je me suis mis à la place de la personne qui vit justement cette dépression, qui est une Mmh. maladie, hein, faut l'appeler telle quelle, c'est une maladie, Mmh. d'entendre ce genre de choses. Donc, des fois, écoute, t'as pas les connaissances, ferme bien ta gueule. Désolé, mais c'est pas une, tu Ouais, sais, c'est pas une non, insulte, mais faut mais être, faut c'est ce être, que je me dirais à moi-même. Ouais. honnête. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, faut Mmh. être honnête avec soi-même et ça va reconnaître nos limites. Et en fait, c'est un des autres problèmes identifiés. De toute façon, c'est ça, Mmh. c'est l'absence ou le manque de formation, parce qu'il y a beaucoup de coachs, en fait, qui basent uniquement leur positionnement et leur marque sur: j'ai l'expérience. Moi, j'ai Ouais. surmonté telle chose, donc je peux t'aider à surmonter telle chose. Non, tu peux inspirer, tu peux Mmh. présenter ce que tu as fait, mais ce que toi t'as appliqué, c'est pas systématiquement applicable à une autre personne. Parce que t'as pas la même éducation, t'as pas les mêmes expériences, t'as pas les Pas la même mêmes culture. capacités, t'as pas les mêmes compétences, t'as pas les mêmes connaissances, t'as pas les mêmes dispositions génétiques, t'as pas la même organisation mentale, t'as pas la même régulation émotionnelle et nerveuse, t'as pas le même environnement, t'as pas les mêmes amis, t'as pas les mêmes familles. En fait, C'est ça. y a Y a rien rien qui est d'identique. pareil. La seule chose que vous partagez, c'est: j'ai vécu une expérience similaire. Ok, Mmh. fine, parfait. Prends ça, mets-le en avant, montre que, bah oui, t'as réussi à surmonter ça, puis c'est super. Mais ne viens pas crier sur tous les toits: ah bah moi parce que je l'ai surmonté, alors n'importe qui peut le faire. Non, ça ne marche pas. Et en fait, on n'en parle pas suffisamment, mais il y a plein de gens qui meurent tous les ans à cause de ça. Mmh. Il y en a plein qui se rendent malades et qui prennent des décisions complètement pourries parce que il y a quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose et que du coup tout le monde suit le mouvement en se disant: bah puisqu'il a réussi, bah moi aussi je vais réussir. Exactement. Donc, mais après c'est le propre de l'humain et je pense qu'on est tous enclins à tomber dans ce panneau-là. Mais c'est Ouais. vraiment important que d'un point de vue juste éthique, le coach auquel tu fais appel sache faire la distinction entre: bah moi j'ai réussi à accomplir ça, je peux t'aider, je peux te partager comment j'ai fait, mais je peux pas te garantir que c'est le chemin qu'il faut que tu prennes. Je peux pas te garantir que ça va fonctionner pour toi. Sauf que cette nuance-là, bah, la plupart du temps, ces gens-là ne l'ont pas. C'est: Ouais. moi je l'ai fait, donc tu vas le faire aussi. Et si tu n'y arrives pas, bah, c'est que t'es nul et que t'as pas suivi la recette. Ah bah Mmh. super. Merci. Ouais. Totalement, Julien. Julien, dans ce que tu dis là, je vais rappuyer sur quelque chose que tu as dit. En fait, cette approche-là, elle ne tient pas compte de l'histoire complexe d'un individu. D'accord? C'est ça. De son histoire complexe et de son histoire individuelle. Comme tu l'as dit, la culture, l'éducation, l'endroit où tu vis, ton expérience personnelle, ta biologie également. Tout Mhm. ça, en Ouais. fait, fait que tu es un être unique et que, au final, une méthode de coaching universelle, soi-disant universelle, ne peut Mhm. pas être applicable à toi. Il faut une méthode qui est faite pour toi. Et un coach qui vient avec une réponse, un pack en te disant, moi, j'ai la vérité, mon pack fonctionne pour tout le monde. Si ça fonctionne pas, c'est de ta faute. Mhm. Bah là, malheureusement, Tu soit tu es ranges la face à un carte. charlatan, soit tu es face à un charlatan, soit tu es face à quelqu'un qui croit vraiment en la connerie qu'il est en train de te raconter et qui veut vraiment faire du bien, mais malheureusement, il s'est laissé embarquer dans pas mal de petites dérives et il en est pas conscient. Et c'est là encore aussi, tu sais, avant de continuer, que c'est important de bien se former. Parce que quand tu es bien formé dans un bon centre de formation, bah, tu as toujours quelqu'un au-dessus de toi qui est là pour te superviser et qui est là pour te dire, écoute, mon petit coco, tu fais de la merde. Et si tu continues dans cette lancée, bah, il va y Ça avoir va des pas le faire. conséquences. Et d'ailleurs, on va parler des conséquences Exactement. qui peuvent avoir lieu. Ouais. Et Ouais, d'ailleurs que bah c'est nous, on ça. peut On faire. va. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, là-dessus, tu vois, dans une des recherches citées dans l'investigation dont on parle depuis tout à l'heure, bah, ce qui a été révélé, c'est que 25 à 50% des personnes qui se sont inscrites à un programme de coaching volontaire ont en réalité des besoins psychologiques significatifs.
Et vraiment, hein, c'est de comprendre que une personne sur deux qui consulte un coach devrait en fait consulter un thérapeute. Et il y a un problème systémique autour de ça. C'est que des thérapeutes, il y en a pas assez. Il y a des files d'attente. Il y a de l'incompréhension sur ce que c'est, sur ce que ça représente, sur ce que ça apporte. La thérapie est très importante dans plein de situations. Mais du coup, les gens qui sont perdus vont aller consulter à droite à gauche ce qui vient. Ils vont aller voir le médium, ils vont aller voir Ouais. le magnétiseur, ils vont aller voir le kinésio, ils vont aller voir tout un tas de choses, et c'est 100% ok. Mais derrière, faut vraiment se dire, ok, mais on a tous une responsabilité éthique. Est-ce que je suis dans l'exercice de mes fonctions, ou est-ce que je suis clairement en train de déraper, et puis là, c'est pas bon. Et justement, Julien, quand un coach non qualifié travaille avec ces personnes, il peut causer du tort. C'est pas intentionnel, mais par contre, ça peut être par incompétence. Exactement. Alors, maintenant, on va parler d'autres coachs. On va parler des coachs business qui vendent le rêve. Tu sais, ceux sur Instagram, sur TikTok, tu vois des gens qui s'affichent avec des voitures de luxe, des voyages exotiques, des bureaux immenses, et ils te disent, moi, j'ai fait 1 million cette année grâce au coaching, et je peux t'apprendre à faire pareil. Et en fait, ils vendent des programmes de 10 000 $, 25 000 $, parfois plus, mais le truc qu'ils ne te disent pas, c'est que leur argent ne vient pas du coaching. Leur argent, il vient de la vente de formation pour devenir coach. Ouais, et en fait, c'est comme un espèce de schéma pyramidal déguisé. Ils n'ont jamais coaché sérieusement. Ils ont fait de l'argent en vendant l'illusion de devenir coach. Et du coup, comme ils vendent cette illusion à d'autres, d'autres vont à leur tour vendre cette illusion à d'autres personnes. Et en fait, ça va avoir un effet démultiplié, et de plus en plus de personnes vont tomber dans le panneau. Exactement. Et vraiment, je vais appuyer sur un truc, Julien, c'est que les personnes qui vendent cette illusion à d'autres et qui revendent cette illusion à d'autres, c'est pas forcément parce qu'on colle toujours cette étiquette de charlatan, de personne malhonnête. Parfois, ils y croient réellement, en fait. Ils sont absolument. juste... Tu peux être vraiment convaincu de ce que tu fais. C'est ça. Absolument. C'est ça. Donc, il y a une intention qui est positive, mais l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Bonnes intentions, absolument. C'est ça. Donc, Julien, on va donner un exemple. Le Life Coach School de Brooke Castillo aux États-Unis. En 2025, il y a des anciens étudiants qui ont témoigné sur Reddit et ils avaient payé 23 000 $ pour une certification. Ça fait un bon petit paquet, ça. Ouais, ça fait un beau paquet. Et à ce moment-là, en fait, cette Life Coach School de Castillo, là, elle a lancé une nouvelle certification à 3 000 $ qui donnait accès aux mêmes ressources. Ouais, en gros, les anciens étudiants se sont sentis trahis parce qu'en fait, ils ont réalisé que ce qu'ils avaient payé 23 000 $ était maintenant vendu à 3 000 $. Et surtout, ils ont réalisé aussi que la valeur n'était pas dans la formation elle-même, mais c'était plus la valeur qui était placée dans le marketing qui leur avait vendu justement la formation. Ouais, exactement. D'ailleurs, on peut citer ici un commentateur sur Reddit qui avait écrit « Toute l'industrie du coaching de vie est configurée comme un énorme schéma de marketing multiniveau. Les gens vendent des formations de coaching à d'autres personnes qui vont à leur tour vendre des formations de coaching. » Ouais, et le truc, c'est que c'est ça qui fait que c'est aussi toxique. Ces charlatans détruisent la crédibilité de l'ensemble de l'industrie. Ils donnent au coaching une réputation de charlatanisme. Et quand quelqu'un dit « je suis coach », les gens pensent immédiatement à ces arnaques. On fait le lien automatiquement. Exactement. Alors maintenant, il faut savoir qu'il existe des coachs professionnels sérieux, formés, accrédités, qui font un travail remarquable. Coucou, on est là. Mais justement, ces coachs-là sont noyés dans le bruit des charlatans. Ouais, en fait, il y a un point quand même qu'il faut noter, c'est qu'il y a un manque de régulation. En fait, dans la plupart des pays, le coaching n'est pas régulé. T'as pas de licence obligatoire, t'as pas d'organisme gouvernemental qui supervise, et du coup, c'est un peu chacun fait comme il veut. Et le truc, c'est ça, c'est que c'est très différent de la psychologie ou de la médecine. Si un psychologue commet une faute éthique, il peut perdre sa licence. Il peut être poursuivi. Il peut être tenu pour responsable. Par contre, un coach, il y a souvent aucune conséquence légale. Parce qu'il n'y a pas de cadre légal. Julien, quand on dit, c'est pour mettre un peu de nuance, quand on dit qu'il n'y a pas de conséquences légales, en fait, s'il n'y a pas fait, il y en a pas s'il n'a pas fait d'erreur monumentale. S'il n'y a pas de plainte déposée à son encontre. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, les seuls organismes de régulation sont des associations volontaires.
Tu trouves par exemple l'International Coaching Federation, donc l'ICF, t'en as d'autres. Et en fait, ces associations ont des codes d'éthique, des standards de formation et des processus de plainte. Le truc, c'est qu'adhérer à ces associations, c'est volontaire. Si tu veux t'inscrire, tu t'inscris. Si tu ne veux pas t'inscrire, tu ne t'inscris pas. Si tu veux te déclarer en tant que coach sans jamais rejoindre l'ICF, par exemple, tu peux. Personne ne peut t'en empêcher, car ce n'est clairement pas une obligation. Et il faut mentionner aussi que faire partie de l'ICF ou d'un autre groupement professionnel, ça a un coût aussi. Parce que comme toute association, elle dépend des cotisations de ses membres. Exactement. Et c'est ça le truc. C'est que les coachs professionnels sérieux rejoignent ces associations, ils suivent les codes éthiques, ils maintiennent leurs compétences à jour. Par contre, les charlatans, eux, ils ignorent complètement ces structures parce qu'ils sont pas obligés de les suivre. Oui, donc en fait, quand t'as quelqu'un qui te dit que le coaching c'est du charlatanisme, en fait, moi je le comprends parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Mais rejeter tout le coaching à cause des charlatans, c'est comme rejeter toute la médecine à cause des médecins incompétents. Tu peux pas faire ça. C'est un raccourci qui est beaucoup trop rapide et en fait, tu pénalises toute une branche vraiment professionnelle et éthique de ce métier qui est pas un métier en plus qui est en voie de disparition puisque on continue d'augmenter de manière considérable le pourcentage de demandes et de coachs qui se lancent continue d'augmenter de manière considérable sur le marché. Ça veut pas dire qu'on va tous être coach demain. Des fois, je vois ce commentaire-là, oui, cette allure-là, tout le monde va être coach demain, ça voudra plus rien dire. Et on se détend un peu le slibard, là. Tout le monde sera pas coach parce que tout le monde n'aime pas ça et tout le monde n'est pas fait pour ça. Donc, de toute façon, il y aura une limite qui va être atteinte par la force des choses. Mais c'est vraiment de comprendre qu'on est dans une demande de plus en plus importante en coaching parce qu'on vit dans un monde qui a de moins en moins de certitude, de moins en moins de clarté et qu'il est de plus en plus difficile de s'y retrouver, de prendre sa place, de faire des choix conscients et alignés avec nos propres valeurs et avec notre personnalité, avec qui on est, et que la société est de plus en plus dans cette pression de l'individu et que l'individu, il peut pas tout simplement réussir à avancer sereinement s'il n'a pas une soupape de sécurité, s'il n'a pas un moyen de pouvoir penser en dehors de ses habitudes, en dehors du cadre. Et le coaching, c'est une des stratégies numéro 1 pour aider justement sur ces points-là. Ouais. Et il faut pas oublier que le coaching est en train de vivre quelque chose qui s'est déjà produit par le passé, même avec des médecines ou avec des sciences qui sont aujourd'hui reconnues. Absolument. Il y a beaucoup aujourd'hui d'approches médicales ou de sciences qui, lorsqu'elles étaient nouvelles, ont été critiquées. On a dit que c'était du charlatanisme, on a dit que c'était du bullshit, on a dit qu'il fallait faire attention. Et en fait, avec le temps, ça a fini par se confirmer. Maintenant, ça s'est confirmé aussi beaucoup par des études parce que ça a été, on a mis le nez dedans, on a regardé. Et le truc, c'est que le coaching, il y en a des études, mais comment dire, elles sont pas orientées vers une approche particulière, comme par exemple que ce soit la programmation neurolinguistique ou d'autres types de coaching. Elle est orientée sur les méthodes, sur des outils. Mais il y en a des études qui sont faites. C'est juste qu'aujourd'hui, ces études sont orientées plus sur des outils que sur l'approche globale du coaching. Donc, ça se peut que toi qui suis une formation, peut-être que tu suis une formation chez des charlatans, tu vas quand même avoir des outils qui sont validés scientifiquement à côté d'autres outils qui sont de la spéculation. D'accord? Ça n'empêche pas que, tu sais, c'est juste comme ça, je veux vraiment mettre de la nuance parce que je sais qu'on a eu des personnes qui sont venues se former chez nous à l'Institut Merlin et qui ont fait des formations chez d'autres personnes très connues, que je veux pas citer, où il y a eu des dérives. D'accord? Il y a eu des dérives. Et ces personnes, en fait, se sont dit, en fait, mince, ça veut dire que j'ai dépensé de l'argent pour rien, ça veut dire que tout ce que j'ai appris, c'est du bullshit. Non. T'as pas appris que du bullshit. Tout à fait. Voilà. Dans ce que tu as appris, il y a des choses qui sont super intéressantes, qui sont pertinentes, qui sont aujourd'hui validées par la science, qui peuvent être utilisées. Faut pas tout rejeter, mais par contre, c'est important, effectivement, d'avoir de l'esprit critique et puis après de faire le ménage dans tout ça. D'accord? Donc, voilà, juste pour ça. Donc, de garder à l'esprit que les charlatans, ils existent, mais le vrai coaching, lui, le vrai coaching professionnel, il existe aussi. Et maintenant, c'est là qu'on va en arriver au cœur de ce podcast, c'est qu'on va te montrer comment faire la différence. Parce que c'est ça qui est important. C'est facile de faire des raccourcis quand on n'a pas d'informations, quand on n'a pas suffisamment d'informations pour évaluer. Ouais. Justement, du coup, Samir, comment tu reconnais un vrai coach professionnel d'un charlatan, du coup? Ouais.
En fait, il y a des critères objectifs à vérifier. Le premier critère, c'est la formation. De demander à la personne quelle formation t'as suivi, combien d'heures et auprès de quel organisme. Alors même là, on pourrait se poser des questions, on pourrait se dire, la personne, elle peut répondre, j'ai suivi tant d'heures, j'ai fait telle formation. Ouais, mais un vrai coach, en fait, professionnel, va te dire la formation qu'il a suivie de manière Exactement. claire et détaillée. C'est Il ça. va te parler de son centre de certification, de ses professeurs, de la supervision qu'il utilise régulièrement, des ressources qui sont à sa disposition. En fait, un charlatan, il va rester hyper vague. Ah, C'est bah, ça. j'ai suivi plusieurs formations, j'ai plein de diplômes, puis tu sais, moi, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai déjà vécu ça, donc du coup, c'est pour ça, tu vois que je peux t'accompagner, tout ça, tout ça. Oh, mais tu sais, on n'a pas besoin de diplôme pour être coach, on n'a pas besoin de formation. Alors, on n'a pas besoin de diplôme, c'est vrai, Oui, c'est pas absolument, réglementé, mais absolument. par contre, justement, vu que c'est pas réglementé, il vaut mieux vérifier. Est-ce que tu as un diplôme? Est-ce que tu as une formation? Puis du coup, faut être encore plus exigeant sur la formation que tu vas avoir. C'est ça. Et plus exigeant sur la formation que sur le diplôme. Il y a ça aussi. C'est le truc qu'il faut Oui, garder à l'esprit. Ouais. aussi, aussi. Mhm. Parce que sinon, en fait, oui, tu peux aller chercher un certificat à droite ou à gauche. C'est pas ça qui fera de toi un super coach. C'est ça Ouais. le truc. Il y a des gens qui achètent des diplômes, Julien, de docteur. Et puis, ça leur empêche pas Oui, de, de absolument, bullshiter tout le monde. Ok. absolument. Donc, en gros, si quelqu'un, il peut pas te donner précisément sa formation, déjà, il y a un signal d'alarme. La personne veut cacher quelque chose. D'accord? Le deuxième critère, c'est la certification. D'accord? On a dit, formation, c'est la priorité. Mhm. Ensuite, le diplôme. D'accord? Donc, te Exactement. demander, est-ce que tu es certifié par un organisme? Et quel organisme? Ouais, parce qu'en fait, on trouve plusieurs organismes. Certains sont affiliés directement à l'ICF ou à d'autres organismes, et d'autres, tout aussi pertinents, ne le sont pas. Car attention, être référencé à l'ICF ou à un autre organisme ne garantit malheureusement pas la qualité finale de ton apprentissage. Mhm. En fait, pour naviguer dans le domaine de la formation depuis des années, moi je les connais bien les magouilles, les montages administratifs qui valident les Calliope et compagnie là. Ah Et oui. l'ICF, elle n'est pas exempte de ça malheureusement. En fait, l'ICF, il y a une charte à respecter, il y a une démarche administrative à mettre en place, mais il y a rien de plus facile que de détourner une démarche administrative. Il y a rien de plus simple que de venir cocher des cases, de monter un dossier, de présenter des choses pour dire nous on fait ça, on apporte ça, on donne ça. Donc si tu peux, en fait, va au lieu de dire il est où le petit logo de l'ICF pour m'assurer que ça fonctionne bien, va regarder les sujets abordés, va regarder le programme, va regarder exactement le détail de ce qui se passe, la Mhm. durée de la formation, l'accompagnement actif qu'il y a derrière. Est-ce qu'on t'accompagne professionnellement? Est-ce qu'il y a de la mise en pratique? Est-ce qu'il y a de la supervision? Et ça sera toujours plus fiable que de cocher des cases sur un formulaire. Parce que ça va tellement vite. Je t'assure, je continue à parler avec plein de gens qui sont dans le domaine de la formation. Il y en a que j'adore, il y en a que j'aime moins. Et je peux te dire que dans le lot, il y en a qui continuent depuis des années, en fait, à passer à travers les mailles du filet en mode, tu sais, on a payé un café à telle personne, il est venu gérer un petit peu les dossiers, il nous a remis les bonnes lignes au bon endroit. On a fait en sorte que ce soit dossier-là qui soit trouvé par hasard pour étudier un peu le modèle du centre et ce qui se passe. Et puis on a eu l'assertif et puis on peut passer à autre chose jusqu'à l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Ok. Mm. Bon, après, est-ce que les personnes auxquelles je pense là ne font pas du bon boulot? Non, ils font de l'excellent travail. Pour le coup, c'est juste qu'ils se plient à des exigences administratives qui sont chiantes à mourir, qui coûtent une fortune, qui servent bien souvent à pas grand-chose. Mais s'ils veulent que ça tourne, ils sont obligés de se plier à ça. Maintenant, il y en a qui sont beaucoup moins scrupuleux, qui font exactement les mêmes magouilles, et qui en plus ne délivrent pas ce qu'ils promettent de délivrer aux personnes qui s'inscrivent dans leur centre. Et ça, c'est Ouais. encore un autre problème. Mais du coup, c'est vraiment ça, c'est de dire que ce soit l'ICF, que ce soit autre chose, va regarder le programme, va regarder ce qui est vu, combien de temps ça dure, à quoi tu as accès, combien de temps tu as accès, quelles sont les personnes qui vont t'accompagner, comment tu vas être guidé dans le process. Ne t'appuie pas seulement sur le petit logo, que ce soit à nouveau l'ICF ou autre, peu importe, ils sont tous concernés. Fais hyper attention à ça. Parce que si tu regardes bien, et je t'invite, toi qui nous écoutes, si peut-être tu as déjà acheté des formations, si tu as acheté des programmes où on te disait oui, mais on est certifié par, on fait partie de telle association, on fait partie de telle chose. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller regarder le nom de ces fameuses associations ou de ces fédérations professionnelles de coaching ou autres. Tu vas sur leur site,
tu trouves le lien où c'est marqué devenir certifié. Tu regardes quelles sont en fait les démarches pour pouvoir obtenir ce fameux petit logo. Et ben tu vas voir qu'en fait, c'est une question de remplir un formulaire avec quelques infos et de payer cette association-là ou cette fondation-là ou cette entreprise-là pour qu'elle te mette sur l'annuaire et qu'ensuite elle te mette en avant sur leur site et que tu puisses avoir le petit logo. Si nous on faisait ça à l'Institut, je peux te garantir qu'on aurait une dizaine de logos en bas de page. Ah oui, ça c'est sûr. D'accord? C'est Et ultra simple. C'est juste une question de tu remplis un petit formulaire, tu payes. Et hop, Exactement. t'as ton truc. Mm. Et vraiment toutes les formations, je t'invite à aller regarder toutes ces formations qui sont certifiées par X bidule truc machin là. Tu vas aller regarder, tu vas regarder le site web et je peux te dire que tu vas prendre une sacrée claque et là tu vas te dire ah ouais mais en fait c'est de la bullshit tout ça. Oui, beaucoup de bullshit. Ouais, vraiment. D'ailleurs, Julien, peut-être qu'on pourrait parler de comment faire pour vérifier, parce que toi qui nous écoutes, tu dois te dire certainement, mais comment je peux faire en fait pour naviguer dans tout ce flou? En fait, il faut Ouais. savoir que tu peux vérifier les accréditations en ligne, d'accord? Mm. Si on peut parler de l'Institut Merlin, au début, quand on avait commencé, Julien, il y a très longtemps maintenant, enfin il y a très longtemps, c'est pas si long que ça, mais ça fait Quand on longtemps. était plus jeune. C'est ça. En fait, on délivrait un diplôme papier, d'accord, au format PDF aussi, c'est pour l'envoyer aussi à nos clients. Après, on s'est dit non, mais en fait, ce diplôme-là, il peut être facilement réplicable. C'est très facile de répliquer un diplôme au format papier. N'importe Absolument. qui peut demain se faire ce diplôme et puis dire bah regardez, j'ai été certifié chez l'Institut Merlin. Et bah on a fait quoi, Julien? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Bah en fait, on a déployé de notre côté un système de certification vérifiable en ligne et sécurisé. En fait, c'est-à-dire que si une personne t'affirme venir de notre centre et partage son diplôme, bah dessus, tu as systématiquement un QR code et un numéro de série unique qui t'envoie sur notre répertoire de coach certifié. Si la personne ne peut pas te fournir ça, c'est qu'il y a une cacahuète dans le potage. Exactement. Pour l'ICF, par exemple, il y a un répertoire public de tous ses membres accrédités. Tu entres le nom du coach et tu vois immédiatement son niveau de certif. Pareil pour la NLP internationale, pareil pour plein de choses. Mais attention sur ça, parce que les coachs doivent payer leur cotisation annuelle la plupart du temps pour maintenir leur certification à jour. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont à jour? Est-ce qu'ils ont continué à se former? Est-ce qu'ils ont continué à être supervisés? Ça, c'est un autre problème. Ça, mais effectivement. Ils ont payé pour maintenir sur l'annuaire. Si tu payes plus, tu disparais de l'annuaire. Nous, on a un mode de fonctionnement qui est différent parce qu'en fait, on a tout le process de supervision et on a la formation continue pour tous les étudiants qui sont venus chez nous. Ils continuent de se former, ils continuent d'évoluer avec le contenu, on continue de déployer les formations qu'on met en place. Donc en fait, leur professionnalisme dépend de leur présence et du fait que ils continuent à se former avec nous, mais le diplôme, lui, reste actif à ce moment-là. Exactement. Et ça pourrait être une grosse manne financière de demander chaque année de repayer une certification, mais c'est pas le but en fait, parce que l'objectif aussi, c'est d'être certain que les personnes qui suivent se remettent à jour, se remettent en question, avancent dans leur pratique. Et d'ailleurs, Julien, qu'est-ce qu'on peut faire nous, justement, qu'est-ce qu'on avait mis en place à l'Institut Merlin pour sécuriser tout ça? Parce que les personnes qui nous écoutent peuvent se dire la même chose. Ouais, mais regarde, du coup, si les personnes se forment et puis derrière ils ont un diplôme, qu'est-ce qui me dit que dans 10 ans il va pas vriller et qu'il va encore avoir cette certification et du coup qu'on va être trompé? C'est là justement où on a mis en place un système grâce à cette sécurisation des certifications qui fait que si on vient avoir une plainte ou plusieurs plaintes qui sont remontées sur la pratique d'un de nos anciens étudiants, d'un de nos coachs, en fait c'est très simple. Nous on va investiguer sur la problématique et on peut décider de révoquer la validité du diplôme. Ce qui fait qu'à ce moment-là, la personne elle a peut-être toujours son certificat papier, mais le numéro de série qu'il y a dessus et le QR code qu'il y a dessus, quand ils vont être vérifiés, la personne va arriver sur le site et ce sera marqué qu'il y a une révocation justement de la validité du diplôme et que l'Institut Merlin ne se porte plus garant en fait du professionnalisme et de l'efficacité de la personne qui va être contactée. Exactement. Merci Julien. Et du coup, en fait, peut-être comme ça, les personnes qui nous écoutent peuvent aller où pour vérifier, justement? En fait, les personnes peuvent aller vérifier directement via le QR code ou le numéro de code qu'il y a sur le diplôme de la personne.
Et à partir de là, ça emmène sur la plateforme. Nous, on va remettre à jour sur notre site web, là, cette année, tout un répertoire, justement, des personnes qu'on met en avant par rapport à leur parcours chez nous et qui se sont installés comme coach professionnel pour qu'ils puissent aussi avoir cette visibilité-là. Ouais. Mais le diplôme et le QR code qu'il y a dessus, c'est le tampon officiel. Parce que sur le site, il peut y avoir des problèmes d'accès, il peut y avoir des pages qui sont pas à jour, il peut y avoir tout un tas de choses. Le diplôme, lui, il est référencé, il t'emmène directement sur le site et t'as la validation qui se fait à ce moment-là. Ouais. Merci Julien, du coup, pour toutes ces précisions. Le troisième critère, c'est l'assurance responsabilité professionnelle. De poser la question, en tout cas au coach, est-ce que tu as une assurance responsabilité professionnelle? Ouais, tout à fait. Donc, en fait, un vrai coach professionnel a une assurance parce qu'il reconnaît qu'il peut faire des erreurs et il veut protéger ses clients. Un charlatan n'a souvent aucune assurance parce qu'il se voit pas comme un professionnel. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il paierait pour ça en plus? Il va faire son travail, enfin ce qu'il estime être son travail, et il va pas se soucier du reste. Exactement. Quatrième critère, Julien, c'est le code d'éthique. Donc, tu peux poser la question, quel code d'éthique est-ce que tu suis? Comment est-ce que tu gères les conflits d'intérêts? Qu'est-ce que tu fais si un client présente des symptômes de santé mentale? Attends. Et ça aussi, c'est un truc que tu avais mis en place, Julien, à l'Institut Merlin. C'est le fait de, déjà, de former les étudiants, pas à diagnostiquer, mais à déjà avoir un certain nombre de choses qui te permettent déjà de voir s'il y a un problème de santé mentale chez la personne, pour pouvoir référer directement à un thérapeute. Oui, exactement. On passe du temps sur l'aspect éthique et professionnel, justement, du rôle du coach, et on fait aussi en sorte de donner, alors, une grille qui nous permet de dire, oh, il y a des signaux qui attirent mon attention. Je vais peut-être être beaucoup plus vigilant sur ce qui est en train de se passer dans la relation, voire, ok, là, il y a en fait trop de points qui ressortent. Je préfère te renvoyer vers quelqu'un, qu'on puisse avoir validation de est-ce que tu es en mesure d'être accompagné en coaching ou pas. Mais effectivement, on donne cette sécurité-là à nos étudiants et aux futurs coachs qui se forment avec nous parce que, en fait, ça va tellement vite. Oui, on a moins de chance en tant que coach d'avoir des personnes qui ont des problèmes psychologiques qui viennent nous consulter. Mais de l'autre côté, l'investigation, comme on en a parlé tout à l'heure, a démontré que 25 à 50% des personnes qui partaient en coaching de vie, mais c'est parce qu'il y a tout un discours derrière. Les gens utilisent des mauvais termes, ils parlent de guérison, ils parlent de tout un tas de choses. Donc forcément, ça attire cette population-là. Ouais. Mais le risque n'est pas nul. Et il faut, en tout cas on estime, moi j'ai estimé lors de la création de l'Institut, et après on a revalidé ça ensemble, et on estime que c'est important d'avoir une grille qui nous permet de prendre du recul et de savoir si en face de nous, on a une personne qui a potentiellement un problème qui dépasse justement notre rôle de coach et qu'on puisse faire cette distinction. Donc là-dessus, tu vois, un vrai coach, il va te dire que oui, il va te répondre à la question, il va dire bah oui, j'ai un code éthique, j'ai un code professionnel, et le truc c'est que s'il y a un client qui se présente avec des symptômes, bah il va le référer à un thérapeute qualifié. Il va jamais travailler au-delà de son champ de compétences. Et tu vois, nous on fournit à nos étudiants un contrat type sur lequel est noté noir sur blanc les limites justement de notre rôle, de notre métier de coach, noter noir sur blanc l'éthique professionnelle à laquelle on s'engage de respecter, parce que de l'autre côté, un charlatan, qu'est-ce qu'il va te dire? Mais oui, moi je peux t'aider avec tout, de toute façon les médecins ils savent pas de quoi ils parlent, ils sont tellement formatés par le domaine de la pharmaco, que de toute façon c'est l'industrie de la pharmacie qui prend le dessus, ne les écoute pas, va plutôt brouter de l'herbe dans le champ et sentir les marguerites, et puis tu vas voir ton cancer, il va partir. J'exagère. Mais à peine. ça existe tellement, ouais. J'ai tellement vu d'histoires de personnes en fait qui avaient des cancers et qui se sont retrouvées dans la merde en fait à cause de ça. Et on ne dit pas que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de, tu sais, comment dire, de corruption dans le domaine médical. Mais tu vois, c'est pas parce qu'il y a de la corruption dans le domaine médical que je vais rejeter la médecine en bloc. C'est pas parce qu'il y a des mécaniciens qui sont escrocs que je vais pas aller voir un mécanicien pour faire réparer ma voiture. Je vais pas aller voir le cordonnier, tu vois, en lui disant, bah tiens, est-ce que tu as des compétences en mécanique, viens faire ça chez moi. Peut-être qu'il en a, je dis pas le contraire. Mais je préfère aller voir un mécano. Au moins, même si j'ai un problème, je peux me retourner contre le mécano. Je peux pas me retourner contre le cordonnier. Complètement. Ouais. Donc, on va aller un peu plus loin. Si quelqu'un te dit qu'il peut t'aider avec ta dépression ou tout type de dépression, anxiété, traumatisme, problème de couple,
addiction, bah là, c'est un signal d'alarme énorme. Je vais reprendre le terme problème de couple. Il peut t'accompagner. Il peut Mhm. t'accompagner. Il peut t'accompagner aussi sur l'addiction. Mais cet accompagnement ne veut pas dire qu'il va résoudre ton problème. Il va Absolument. pouvoir t'accompagner. Et c'est là aussi que un vrai coach, encore une fois, il connaît ses limites. Et si il estime que tu as besoin d'un professionnel de santé, ben en fait, il va te référer vers un professionnel de santé. Et lui, il pourra t'aider, mais il t'accompagnera à côté de cette personne. Donc, le 5e critère, c'est la supervision et la formation continue. Tu peux demander, est-ce que tu as un superviseur ou est-ce que tu continues à te former? Ouais, c'est ça. Parce qu'un vrai coach professionnel, bah, il a un superviseur ou une superviseuse, peu importe. C'est un coach plus expérimenté avec qui bah, il discute régulièrement de ses cas difficiles, de ses dilemmes éthiques et de ses zones d'amélioration. Et le truc, c'est qu'il continue aussi à se former. Il assiste à des conférences, il lit des recherches, il met à jour ses compétences. Et ça, en fait, bah, un charlatan, ça fait pas ce genre de choses. Ouais, exactement. Exactement. Un charlatan, ça va te vendre du rêve. D'accord? Tu vas, par exemple, doubler ton chiffre d'affaires en 3 mois. Tu vas transformer complètement ta vie. Tu vas devenir millionnaire. Un charlatan, ça te vend des certitudes. D'accord? Si quelqu'un Mhm. te promet des résultats garantis ou des certitudes, bah, vaut mieux fuir. Prends tes jambes à Part ton en cou et courant. fuis. C'est ça. Pars en courant. Exactement. Fuyez, pauvre fou! 6e critère, Julien, c'est la transparence sur les tarifs et les résultats. Ouais, absolument. En fait, un vrai coach va te dire clairement combien ça coûte, combien de séances, quelle fréquence et quel résultat raisonnable attendre. Il ne te promet pas la lune, comme te disait Samir il y a quelques instants. Il te garantit pas des résultats impossibles. Il te vend pas du rêve et en fait, il va pas te promettre de résultats. Par contre, il va te promettre l'utilisation des moyens qui sont à disposition pour pouvoir avancer. Alors du coup, on a un 7e critère, c'est les tactiques de vente. Elles sont aussi importantes. Méfie-toi de quelqu'un qui te pousse à acheter sur le champ, qui te dit cette offre expire ce soir et qui te met la pression. Un vrai coach professionnel va te laisser réfléchir. Il te donne du temps, il respecte ton processus de décision, même s'il est en droit de mettre des limites de temps. Parce qu'il sait que le coaching ne marche que si tu es vraiment engagé. Et tu peux pas être vraiment engagé si tu as été manipulé pour signer. Ouais, c'est ça, parce que avoir écrit sur ta proposition commerciale validité de 7 jours, de 15 jours, de 30 jours, c'est pas un signe de risque. En fait, ton potentiel coach t'indique seulement que la prise de décision est nécessaire dans un délai raisonnable. Et que si tu as besoin de plus de temps, bah en fait, tu pourras le recontacter plus tard. Dernier critère qui va être à prendre en compte, c'est la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. En fait, si quelqu'un te vend du coaching bien-être, mais que tu le vois constamment stressé, épuisé, en conflit avec tout le monde, bah c'est clairement incohérent. Ouais. Ça veut pas dire qu'un coach doit être parfait, d'accord? Personne n'est parfait. Mais par contre, il doit incarner les valeurs qu'il promeut. Il doit être transparent sur son propre processus. Et surtout, s'il fait une erreur, bah, il doit être capable de l'admettre. Donc voilà, tu as maintenant 7 critères objectifs pour évaluer, pour savoir si un coach avec lequel tu aimerais faire affaire est pertinent ou non pour toi. Alors, tu as la formation explicite, l'accréditation vérifiable, l'assurance professionnelle, le code éthique qui est clair et surtout appliqué, la supervision et formation continue, la transparence sur les tarifs et pas de tactique de vente manipulatrice. Si quelqu'un remplit ces critères, il y a de fortes chances que ce soit un vrai coach professionnel. S'il n'en remplit aucun, fuis. Et vraiment, je rappuie sur ça, aucun. On récapitule. Est-ce que le coaching professionnel est du charlatanisme? Non. Quand c'est fait correctement, le coaching est une intervention fondée sur des preuves qui produit des résultats mesurables. Les méta-analyses, comme on te l'a dit, montrent un effet important de changement et de transformation. Ça améliore la performance comportementale, l'auto-efficacité, le capital psychologique, la résilience. Et tout ça, en fait, c'est pas une question d'opinion. Ah oui, mais moi je crois que le coaching c'est de la merde, ça sert à rien. Mhm. Non, c'est de la science, en fait. C'est juste de la mise en application d'outils, de stratégies et de choses qui sont prouvées. C'est pas une question de j'y crois pas. Par contre, tu as le droit d'avoir ton opinion sur le fait de bah, en fait, je pense pas que le coaching soit fait pour moi ou je pense pas que le coaching soit utile pour telle ou telle chose. On a tous le droit d'avoir une opinion, bien évidemment, mais
faut pas mettre de côté que ce qui compose une intervention de coaching efficace, c'est toute la science qu'il y a derrière qui est mise en application. Mais du coup, il y a des charlatans, beaucoup de charlatans. Des gens qui se disent coach, sans formation, qui promettent des résultats impossibles, qui manipulent et qui nuisent. Et ces charlatans, ils donnent une mauvaise réputation à l'ensemble de l'industrie. C'est injuste pour les vrais coachs professionnels, mais c'est la réalité. Ouais. Donc du coup, si tu cherches un coach, fais tes vérifications, pose les questions, exige la transparence. Un vrai coach professionnel va être ravi de répondre à toutes tes questions parce qu'il n'a rien à cacher. Exactement, et si tu es coach toi-même ou si tu envisages de le devenir, forme-toi sérieusement. Rejoins un organisme qui est reconnu, suis le code d'éthique, continue à apprendre, respecte tes limites. Exactement. On va pas te dire quel organisme, c'est à toi de faire ton choix, même si on a notre On est petite là préférence. C'est exactement ça. Parce que le coaching peut vraiment changer des vies quand c'est fait avec intégrité, compétence et rigueur. Mais seulement dans ces conditions. Donc, cette semaine, si tu cherches un coach, fais une chose. Avant de t'engager, pose ces questions. Quelle est ta formation? Combien d'heures? Auprès de quel organisme? Est-ce que tu es accrédité? Est-ce que tu as une assurance à responsabilité professionnelle? Et si je présente des symptômes de santé mentale, qu'est-ce que tu fais? Si la personne te donne des réponses claires, précises, vérifiables, c'est bon signe. Si elle reste vague, si elle évite les questions, si elle te met de la pression pour signer tout de suite, tu pars en courant. Exactement. Si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, partage-le avec quelqu'un qui envisage de consulter un coach ou même qui envisage de se former au coaching. Pas pour critiquer le coaching, d'accord? Cet épisode, ça n'a pas pour but de critiquer le coaching parce que nous, on est convaincus de l'utilité du coaching, mais pour aider à faire un choix éclairé. Parce que le vrai coaching professionnel mérite d'être reconnu et les charlatans méritent d'être exposés. Lors de notre prochain épisode, on va aborder un sujet d'une grande importance et vraiment d'actualité. Pourquoi est-ce que l'abondance peut nous faire sombrer? On va explorer ensemble les risques profonds de vouloir continuer à vivre dans l'opulence et l'abondance à tous les niveaux. Et promis, comme d'habitude, ce sera appuyé, argumenté, vérifié, et pas en mode prosélyte à gueuler sur les toits des immeubles. Arrêtons la vie confortable et retournons vivre dans les bois à cultiver des framboises et des petits pois. Exactement. Non, on fera pas ça. On fera pas ça, ouais. Donc, toi qui nous écoutes, merci de nous avoir écoutés. Et surtout, sois exigeant dans tes choix. N'oublie pas de croire en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit À la à la prochaine. prochaine.